va s'inscrire dans ce grand registre du visuel frappant, disons, du visuel qui va tourner à l'obsession. On sait traditionnellement que si on accepte, disons, cette catégorie de terrorisme qui peut être discutée, mais que le terrorisme a une visée psychologique, une visée de disproportion, disons, entre l'acte et l'effet psychologique sur l'ensemble d'une population. Ce que rappelait Laurent Duterre, c'est que ça touche, c'est beaucoup de monde, bien sûr, le 11 septembre, Bataclan, c'est beaucoup de monde, mais, disons, l'effet est encore démultiplié, bien entendu, par les images en boucle, par, peut-être d'ailleurs, dans le cas du Bataclan, c'était pas vraiment les images en boucle, c'était des bribes, des interrogations et des indices. Et donc, je pense que ce qui est notable, c'est que cette dimension visuelle, cette culture éventuellement, aussi, culture peut-être cinématographique, mais qui va au-delà du cinéma, bien sûr, qui inclut peut-être le jeu vidéo, le clip, etc., est vraiment intégrée désormais. Par exemple, une organisation comme l'État islamique, on sait que la culture, certainement cette culture-là, est dans bien des cas beaucoup plus développée que la culture religieuse des individus qui ont commis certains de ces actes. Et on peut s'interroger effectivement sur la place prise par un imaginaire de la destruction, peut-être une destruction porn, je ne connaissais pas avant de lire le livre cette frappante catégorie. Le goût, bien sûr, de la destruction, d'ailleurs qui peut être concomitant avec le goût de la pornographie, dans certains profils psychologiques observés. Donc l'inscription quand même dans un univers d'images, etc., extrêmement contemporain, qui façonne, au fond, le geste aussi aujourd'hui terroriste. Ça, je pense que c'est une chose intéressante. Alors il y a une question éventuellement, peut-être pour discuter, c'est l'articulation kamikaze, martyr. Peut-être là-dessus. Bon. Pour Schmitt, un des facteurs d'illimitation de l'hostilité, c'est quand même éventuellement la religion. La religion peut permettre de faire sauter les barrières en disant, bon, il y a quand même vraiment une coupure radicale entre ceux qui sont de la communauté et les mécréants. Évidemment, historiquement très compliqué dans tous les mécanismes, etc. Bon, j'en trouve pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a un usage possible de la religion pour illimiter l'hostilité. Et donc, comment s'articule... Alors, c'est intéressant que Laurent Duterre ait commencé par l'arrière-plan mythologique du kamikaze. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, comment ça marche? Est-ce qu'il faut des mythes? Est-ce qu'il faut une théologie éventuellement détournée, hein? Enfin, quel est le rôle du moteur religieux dans ces logiques et comment elle s'articule avec cette culture contemporaine disons, du destruction porn? Mais justement, Laurent de Sutter, vous avez l'air de soutenir que finalement les terroristes dont on parle ne sont ni réellement musulmans, ni vraiment croyants, mais qu'ils auraient besoin, en quelque sorte, de l'attentat pour prouver leur crédibilité. Mais alors, c'est quoi cette crédibilité-là? Ça, c'est une idée, c'est une idée qui n'est pas du tout de moi, qui est une idée que j'ai trouvée très amusante, si j'ose dire, dans ce contexte sinistre, qui avait été formulée par Slavoj Žižek dans le petit livre qu'il avait consacré aux événements du 11 septembre. Enfin, consacré, c'est toujours compliqué chez Žižek, hein, comme vous savez, il annonce un sujet et puis vous ne l'avez jamais finalement, mais enfin, peu importe. Dans lequel il laissait sous-entendre la possibilité que, au fond, les attentats suicides, les kamikazes auxquels nous sommes confrontés, quand je dis nous, c'est pas le nous de l'Occident, c'est le nous d'une humanité entière, hein, sont des gens qui ne croient pas du tout, qui croient très mal, qui croient très peu, en fait, et qui, pour se persuader qu'ils n'ont pas tort de croire, si peu,
si peu, et d'être comme ça dans une espèce d'ordalie, d'une certaine manière. Au moins, ma destruction prouvera par le fait que j'ai détruit quelque chose que j'avais pas tort de croire puisque ça a été détruit. Hein, dans une espèce de logique qui peut rappeler un petit peu celle de William James, vous êtes dans la volonté de croire, quand William James dit, ce sont des pages qui sont des pages extraordinaires et que je crois qu'on devrait beaucoup méditer lorsqu'on parle de religion, ils sont des pages dans lesquelles il dit qu'au fond la question de savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas n'est d'aucune importance, posée dans les termes qui sont les termes de l'histoire de la métaphysique des religions, si vous voulez, ce sont des termes qui sont un peu bizarroïdes, donc c'est il existe, oui, non, non, oui, on essaie d'établir des preuves, des échafaudages comme ça, logique. Il lui dit, bon, au fond, la seule véritable manière d'établir qu'un Dieu existe, et au fond, ils existent tous, c'est tout simplement ce qu'il nous fait faire. Et à partir du moment où il nous fait construire des cathédrales aux quatre coins d'un continent, où il détermine 2000 ans d'histoire de l'art, un petit peu moins, disons 1800 ans d'histoire de l'art, où il vous fait courir dans tous sens, etc., évidemment qu'il existe, votre Dieu. Évidemment qu'il existe. Il existe parce que vous avez vu tout ce qu'il vous a fait faire. Et donc cette espèce de preuve pragmatique, d'une certaine manière, pragmatique de James, c'est ça, de l'existence de Dieu par ce qu'il vous fait faire, hein, cette espèce d'épreuve d'ontologie par les conséquences, une espèce de voilà. Quelque part, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé cette idée-là parce que c'était une manière un peu élégante de laisser de côté la question des intentions. Je ne sais pas vous, hein, on en parlera peut-être lors de la discussion, mais ce qui m'a frappé lors des attentats de janvier et novembre 2015, c'est à quel point les journalistes, les éditorialistes, et puis ensuite les intellectuels, les gens sur les réseaux sociaux, etc., tout le monde s'est rué sur la tentative d'essayer de trouver une raison. Il fallait qu'il y ait une raison, il fallait qu'il y ait un truc dans leur tête. Voilà. L'islam, l'Occident dégénéré, la guerre de civilisation, que sais-je, enfin, toute une série de catégories comme ça, qui étaient des catégories que je trouve profondément mystérieuses, en fait, parce qu'elles témoignent d'une capacité extra-lucide d'aller voir dans la tête des gens que moi, personnellement, je ne possède pas. Et si j'ai voulu me tourner, du coup, vers la question des images, c'est parce que je me suis posé la question des effets. Moi, ce que j'ai voulu regarder, c'était qu'est-ce qui s'est passé, d'une certaine manière. Il y a eu des morts, des blessés, des gens qui ont été meurtris parce qu'ils ont perdu des gens, des proches, des membres de leur famille, etc. Et puis, il y a eu une espèce d'immense excitation nationale et même mondiale. Et donc, c'est cet effet-là qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis retourné sur cette question du kamikaze, sur cette question de l'excès et du déplacement dont parlait tout à l'heure Jean-Claude Monod, alerté par un problème, qui est un problème dont Jean-Claude Monod parle très très bien dans le dernier chapitre de son livre, qui est la question de l'autodestruction. Au fond, ce dont il est question, avec cette espèce de tentative de comment on dirait, débalancer, déséquilibrer, pardon, une situation de guerre particulière par un acte de passage à l'excès qui utilise un moyen qui n'est plus un moyen d'affrontement, mais un moyen de se retirer de l'affrontement pour empêcher sa poursuite plus avant, de telle sorte que, c'est ça je crois, quelque chose que vous fassiez la connerie. Celui contre lequel on se jette avec son avion, celui dont on attaque une ambassade avec un camion chargé de dynamite, celui dont on vise les 2 tours les plus hautes avec des avions de ligne, etc., etc. Ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte, s'il s'agit de quelque chose, hein, eh bien c'est d'entamer un processus, qui est un processus de manière presque taoïste, si je veux dire. Vous laissez faire à la cible, vous leur laissez faire le travail. La question, je crois, de l'autodestruction est une question qui est très importante, qui rejoint, je crois, ce que disait Schmitt, qui lui était quelqu'un de très conscient des enjeux pragmatiques de la destruction. Donc l'objectif des terroristes, c'est l'autodestruction. Qu'est-ce que vous en avez? Oui, mais ça, je crois que c'est avéré, d'ailleurs, dans un certain nombre de textes. Alors peut-être là où je nuance ce que dit Laurent Duterre, c'est que, bon, sonder les intentions... il y a évidemment quelque chose un peu divinatoire quand on n'a rien en termes d'expression, et si on s'en tient aux images, mais il y a quand même des formes de texte, de revendication, d'expression discursive qu'on peut essayer d'intégrer à l'approche de ces actes. Donc,
sinon on risque peut-être d'être trop fasciné par l'image. Enfin, ça c'est une question. Mais il est certain que dans les mêmes stratégies avancées, on a un certain nombre de documents qui ont été produits et analysés, qui prônent effectivement une logique qui tient compte de la dissymétrie des forces. Le point de départ, c'est bon, on ne peut pas vaincre militairement des superpuissances militaires comme les États-Unis, etc. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est déstabiliser les puissances occidentales en faisant apparaître des lignes de faille, en faisant en sorte qu'elles entrent dans une spirale où, au fond, elles produisent une violence à l'intérieur d'elles-mêmes qui suscitera des vocations de violence contre elles-mêmes. Donc c'est un mouvement, effectivement, qui a été approché, d'ailleurs, par des philosophes assez variés, y compris Jacques Derrida, ou comme ça, dans les dernières décennies, enfin, avant sa mort, qui était cette spirale de l'auto-immunisation. C'est-à-dire, on se dit, il faut s'injecter de la violence, du mépris du droit, du mépris des droits de l'homme, etc., pour répondre à des adversaires qui eux-mêmes méprisent le droit, méprisent les droits de l'homme, etc. Et on entre évidemment dans un processus extrêmement pervers qui est que par là, sans doute, on favorise quelque chose qui empêchera de créer des conditions différentes et de créer une sortie de ce type de situation. Et c'est vrai qu'on voit donc cette thématique qui consiste à projeter une sorte de guerre civile mondiale où des populations basculeraient d'un côté ou de l'autre, et où finalement le projet de déstabilisation n'aurait effectivement plus grand-chose à produire en termes de destruction, puisque ce seraient les populations, les États concernés eux-mêmes qui, cédant une sorte de panique, en viendraient à opposer leurs propres populations les unes aux autres, et à ainsi, disons, non pas s'autodétruire complètement, mais prendre le chemin d'une forme d'autodestruction. Donc là, je pense que c'est tout à fait effectivement important de l'avoir en tête, y compris, alors c'est vrai qu'il y a ce problème de la proportion. Que peut signifier une réponse proportionnée à une menace qui, par définition, est presque impossible à pondérer, à évaluer exactement. C'est tout ce qu'il y a de déstabilisant non seulement dans un attentat, peut-être dans une série d'attentats. C'est l'idée qu'il y a une menace qui, en tant que menace, est impossible à délimiter exactement. Et donc, qu'est-ce qu'une réponse proportionnée à quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer? Mais alors justement, je pense qu'il faut aussi toujours essayer d'introduire de la mesure et éviter de nourrir ces processus de spirale. Je pense que c'est quand même peut-être une des tâches qu'il faut se donner. Laurent de Sutter, vous intéressez aux conditions psychiques du passage à l'acte terroriste, et vous évoquez une question qu'on s'attend assez peu à rencontrer dans ce type de situation, c'est la question de l'enthousiasme. Alors vous avez déjà évoqué tout à l'heure la question du doute, c'est-à-dire on est dans l'idée finalement que un djihadiste aujourd'hui c'est quelqu'un d'absolument déterminé qui est certain de son geste, qu'il le prépare et qu'il l'accomplit. Bon, vous nous avez plutôt laissé entendre que ce doute n'était pas certain. Et maintenant, qu'a à voir la question de l'enthousiasme avec cette situation comme ça de terreur?
Alors, je crois qu'on en revient là à ce que disait Jean-Claude Moulin tout à l'heure sur cette espèce de tonalité théologique ou religieuse, cette espèce d'atmosphère religieuse qui semble entourer le terrorisme contemporain, de manière effectivement plutôt explicite, mais qui semble quelque part toujours l'avoir entouré, si on se reporte à la question si on se reporte effectivement aux origines du kamikaze, et peut-être même davantage encore que ce que l'on croit, si jamais on en revient on remonte encore un petit peu dans l'histoire et qu'on se confronte à une scène qui est une scène assez intéressante de l'histoire de l'Europe, de l'histoire religieuse de l'Europe, qui est aussi une scène très intéressante de l'histoire de l'esthétique occidentale, dans une espèce de coïncidence dont je ne sais pas très bien à quel point il faut en mesurer l'importance, mais qui moi m'a beaucoup frappé. Et là la scène se passe au début du XVIIIe siècle, on est à Londres, et voilà, comme c'était le cas à l'époque, les gens bien nés faisaient leur tour d'Europe, ils allaient en France, on allait voir la cathédrale, les monastères, on allait en Italie, faire le tour de l'Italie, vérifier voir les grands paysages, etc., etc. Et puis il y avait toujours dans le petit le tour, il y avait toujours un petit passage par les Alpes suisses, enfin par le lac de Genève, d'où on pouvait apercevoir les Alpes. Et dans la narration qu'il fait de son propre grand tour, hein, c'était l'exercice un peu obligé, vous avez fait votre tour, après vous racontiez. Lord Shaftesbury raconte l'effet très particulier que lui a fait cette vision des Alpes depuis le lac de Genève, vision dont il dit qu'elle est un mélange de plaisir et d'horreur. Et il nomme ça, je me rappelle seul, hein, d'autres le font au même moment, Addison, etc. Bon, il nomme ça sublime. Bon, c'est l'irruption, si vous voulez, du sublime sur la scène esthétique européenne est une éruption qui ne se fait non pas depuis le cœur de l'histoire de l'art, si vous voulez, mais depuis le cœur de la manifestation, là aussi, d'une force très particulière. La force divine, à nouveau, qu'il aura fallu pour faire émerger ces masses de rock si vastes, si grands, et dont l'effet principal est de nous remettre, nous, mais avec un plaisir, n'est-ce pas, nous remettre, nous, à notre place d'être fini, d'être nul, c'est-à-dire d'être dont la force est nulle par rapport au déploiement de puissance qui a été nécessaire pour faire émerger ces montagnes. Donc quelque part, le sublime, l'apparition du sublime dans notre tradition esthétique est l'apparition d'une force disproportionnée, d'une force absolument excessive à l'intérieur d'un domaine, le domaine du visuel, qui jusqu'alors se trouvait plus ou moins gouverné par une relation qui était une relation, disons, relativement égalitaire. Or, et c'est là où les trucs de la chose devient un petit peu intéressante, au même moment, exactement au même moment, on est dans les années entre 1701, 1704, 1706, se passe autre chose à Londres. Addison rentre à Londres, mais Shaftesbury rentre à Londres, il raconte son petit moment, son petit machin, et au moment où il publie son livre, la bonne société londonienne reçoit son livre, mais la bonne société londonienne est agitée par un espèce de débat suscité par l'activité des protestants cévenols qui ont échappé la révocation de l'édit de Nantes, hein, et qui sont venus s'installer à Londres, attirés par l'atmosphère de tolérance religieuse hein, que l'Angleterre, qui à ce moment-là est la première proto-démocratie parlementaire, si vous voulez, de l'histoire, cette tolérance religieuse qui a été instaurée là après la chute d'origine de Cromwell, après la chute du Commonwealth. Ces protestants cévenols débarquent, sauf que ce sont des protestants d'un type un peu particulier. Hein. On a le cliché un petit peu ridicule, enfin, du protestant, vous savez, sobre, mesuré, etc., austère, bon, cliché, enfin, dans ce cas, c'est le cliché qui tape complètement à côté, parce que ce sont des protestants extrêmement théâtraux. Ce sont des protestants apocalyptiques qui sont hantés par la question de l'apocalypse et qui adoptent un style de prêche extrêmement bruyant, extrêmement théâtral, mimant la possession, etc. Ce qui choque évidemment ce qui choque le bon sens de la bonne population londonienne commence à se discuter. Oh, il faut les faire taire, absolument, ils sont vraiment désagréables. Au contraire, non, c'est normal, la tolérance, cette tolérance de ces choses aussi qu'on trouve de plus au mauvais goût. Et donc des libelles s'échangent pendant 2 ans à peu près, je ne sais plus du nombre exact de libelles, c'est un nombre faramineux. Donc pour dire que la controverse est une controverse extrêmement grave,
controverse dans laquelle Shaftesbury participe avec une lettre envoyée au personnage de l'État anglais, lettre qui porte un nom très intéressant pour nous, je crois, très étonnant, qui est lettre sur l'enthousiasme, le mot que a rappelé M. Villene tout à l'heure. Enthousiasme, ce qui se traduit, ce qui est la traduction, enthusiasme, traduction anglaise pour le coup, mais enfin c'est un mot qui vient du grec, vous savez, enthusiasmos, ce qui est traversé, secoué par le souffle divin. Oh, tiens donc, qu'est-ce que vient foutre là-dedans, cette histoire? Encore le souffle divin. Bon. Et les choses complexifient encore davantage quand vous vous rendez compte qu'à la fin de sa lettre sur l'enthousiasme, Shaftesbury commence à tripoter ce concept et dit que ces enthousiastes-là, ils sont très très bruyants. C'est pas la première fois dans l'histoire de la religion qu'on utilise le mot enthousiaste. Il y a d'autres sectes un petit peu agitées du bocal, comme ça, qui ont reçu ce nom de baptême, et puis une secte du 9e siècle, c'est les Euchites, etc. Tous ceux qui étaient un petit peu trop agités se faisaient appeler enthousiastes. Et là où c'est intéressant, c'est que d'un côté, il y a l'expression de ce désagrément, d'un excès, de la présence du divin dans l'espace public. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi, et c'est là que se perd la connexion avec l'idée de sublime, il y a aussi l'idée que l'enthousiasme est la marque de l'inspiration, une marque qui serait une marque positive, marque de l'inspiration qui est précisément celle que l'on ressent face au spectacle du sublime. Et vous vous retrouvez là dans une espèce de nœud sémantique, théorique, unissant la divinité comme puissance, pas tellement une divinité personnelle, c'est pas vraiment Dieu en tant que tel, une divinité comme puissance, un peu comme les kami, une espèce de puissance immanente comme ça, qui témoigne du plus grand que nous, mais qui n'est pas forcément verbalisé ou forcément inscrit dans un lieu particulier du divin, dans un Dieu particulier. Et vous avez cette force comme ça, qui intervient et se déploie, et qui se déploie en tant qu'affect de ceux qui en sont les témoins. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant et intéressant, et qui nous place précisément là où j'avais envie que nous soyons placés plus tôt, c'est-à-dire dans cette petite ambiguïté de notre relation au spectacle de l'enthousiasme des autres, qui devient paradoxalement enthousiasme de nous face à nouveau, le spectacle de ces forces absolument excessives, deux avions dans une tour, une tour qui ne devait pas s'effondrer, qui s'est effondrée tout de même, qui tue 4000 personnes, qui arrête le monde entier pendant au moins 2 jours. Pendant 2 jours, on n'avait vu qu'une seule image. Les conséquences se sont fait sentir sur un bien plus long terme, bien évidemment, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Mais pendant 2 jours, il n'y a eu qu'une image, une seule, qui a fait le tour du monde, paralysant, si vous voulez, le monde dans quelque chose qui est, là, au fond, si puissant et si, j'ai envie de dire, exactant qu'il n'est pas une seule personne, c'est un cliché de conversation, il n'est pas une seule personne qui ne se souvienne précisément de où il était lorsqu'il a appris les nouvelles. Moi, je m'en souviens. Je me souviens d'où j'étais, puisque c'est mon camarade Gilbert Glassman. Nous prenions le train pour Lille, qui m'a dit « Des avions sont rentrés dans une tour à New York ». Donc j'étais en train de prendre le train. Et j'ai dit « Ah bon ?» Parce que tant qu'on ne voit pas l'image, on n'est pas sidéré, en fait. Voilà. Mais Jean-François Lyotard, auquel vous référez, qui est un des philosophes avec lesquels vous pensez, explique que cet enthousiasme-là marquerait la fin des grands récits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je veux bien, mais j'ai plutôt envie de monopoliser la... Je suis déjà très très bavard, comme vous avez constaté. Je crois que Jean-François Lyotard a quelque chose à dire là-dessus. À nouveau, ça me paraît être indécent de parler d'esthétique quand on parle de kamikaze, j'en ai bien conscience. Mais je crois que c'est vraiment très important pour comprendre ce nœud d'affect, ce nœud de relations-images dans une société qui est une société d'image. Il ne faut pas déconner là-dessus. Et je crois qu'il y a chez Lyotard, et en particulier dans la lecture que Lyotard fait de l'esthétique de Kant, quelque chose de très intéressant pour nous,
parce que précisément Lyotard fait partie de ceux qui ont pointé dans la lecture, qui ont pointé chez Kant le rôle que joue la notion d'enthousiasme en relation avec le sublime, précisément. Cette espèce de croisement un peu particulier, hein, ce carrefour entre les Alpes, les protestants sévenols à Londres, Shaftesbury, Addison, les autres, n'est pas un carrefour purement anecdotique, c'est un carrefour qui introduit, qui inaugure une tradition de la relation aux images et à la force à l'intérieur des images, qui est une tradition dont nous sommes les héritiers. Et nous sommes les héritiers à travers ou par l'intermédiaire de toute une série d'étapes qui passent bien évidemment par Emmanuel Kant, qui passent aussi par Edmund Burke, et qui passent par le chat d'une aiguille qui est celui de la Révolution française. Puisque pour Kant, d'une certaine manière, l'incarnation même du sublime est le lieu où s'est exprimé, à son avis, de la manière la plus forte, quelque chose comme un enthousiasme, hein, c'est précisément la Révolution française. Cette Révolution française qu'il conçoit de manière explicite, c'est ce que pointe Lyotard, et il a raison, qu'il conçoit de manière explicite comme un spectacle. Même les acteurs de la Révolution française, pour Kant, c'est une décision très bizarre, un peu exotique, on ne sait pas très bien pourquoi il décide de ça, mais même les acteurs de la Révolution française, pour lui, en sont en réalité des spectateurs. Ils sont les spectateurs de leur propre, d'une certaine manière, action, hein, comme action démesurée, en relation immédiate avec quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, qui est de l'ordre de la mort. Hein. Et c'est quelque chose que l'on retrouve là aussi qu'on retrouve aussi chez Edmund Burke. Hein. Edmund Burke dit à peu près la même chose. Il dit au fond ce qui est le plus sublime et ce qui suscite l'enthousiasme le plus fort, lui aussi fait le lien entre les deux, c'est la mort, et il prend comme exemple une mort extrême, qui est une mort que les lecteurs de Michel Foucault connaissent bien, puisque elle inaugure son livre sur l'histoire de la prison, qui est la mort de Pierre-François Damien, qui avait tenté d'attenter à la vie de Louis XIV, et qui a été la dernière personne à avoir subi la torture complète, hein, en place de Grève, sous la forme d'un immense show mondain, où non seulement la population de Paris était présente, mais également toute l'aristocratie avait loué à prix d'or les balcons, hein, de toutes les maisons entourant la place de Grève, pour bien montrer qu'ils étaient là en train de voir cette chose absolument terrifiante, puisque la torture a duré des heures, le bourreau était complètement incompétent, enfin la chose c'était une espèce d'immense boucherie innommable. Et Burke dit ça, c'est le sublime. C'est ça. Le sublime comme lieu, d'une certaine manière, de l'excès des forces dans la destruction. Excès qui nous met directement en relation avec ce qui est la destruction totale, ou la destruction ultime, qui est bien sûr la mort. Et c'est marrant de voir, c'est ce que pointe Lyotard, que quelque part on a la même chose chez Kant, dans sa lecture de la Révolution française. La même chose dans la lecture d'un événement qui est un événement qui, voilà, ce n'est pas simplement les tempêtes qui sont sublimes ou les orages qui sont sublimes, c'est la Révolution française elle-même qui devient sublime comme lieu de l'enthousiasme. Quelque part, on est les héritiers de ça aussi, je crois. Et Jean-Claude, est-ce que la notion de sublime intéresse Schmitt, et si oui, de quelle façon? Alors, est-ce que la notion de sublime, sans doute, il doit y avoir des choses... C'était plutôt intéressé à la tragédie et au rapport entre la politique des États modernes et la place de la tragédie moderne, enfin la façon dont il y a tout un contenu politique de Shakespeare, etc., qui est intéressant à examiner pour même une pièce comme Hamlet, en fait, une pièce éminemment politique pour Schmitt. C'est peut-être une obsession politique de Schmitt aussi, qui est un lecteur orienté vers les concepts politiques et polémiques. Mais il me semble que sur cette question, peut-être du sublime et du spectacle, il y a en même temps une tendance contraire, et ça, je trouve ça assez complexe, je ne sais pas tellement comment l'envisager, mais on peut dire quand même tout un mouvement de la modernité politique, disons pour le dire vite, a consisté à se défaire du spectacle de la cruauté. La grande tendance peut-être de la politique, enfin une certaine grande tendance de la politique moderne, d'ailleurs analysée par Foucault, Surveiller et punir, c'est plutôt le passage à une toute autre économie du pouvoir, une économie non spectaculaire, une économie qui ne passe pas par l'éclat des supplices, mais par la surveillance diffuse, par quelque chose qui va prendre les individus
en amont, qui va éviter justement la grande dépense, le grand spectacle.